Bonjour Monsieur Mbelou. Bonjour Monsieur Etienne Nando. Bienvenue sur Congo One. Monsieur Mbelou, dans l'affaire Diomi, son avocat a tenu un point de presse et on apprend que Diomi s'apprête à porter plainte contre les procureurs généraux de la République qui refusent de signer l'arrêt de la Cour suprême les mettant en résidence surveillée. Monsieur Mbelou, cette affaire semble plus politique que judiciaire. Tout à fait, c'est une affaire purement et simplement politique. Je ne dirais même pas que c'est une affaire politique, c'est une affaire criminelle. C'est, comme je le disais lors de la dernière émission, une criminalisation des dignes fils et filles du Congo par ceux-là même qui devraient prendre leur place dans les maisons, dans les prisons où ils les enferment. Vous imaginez, nous avons là le cas, un cas, mais un millième ou un millionième cas, attestant que notre pays est loin, même très loin, d'être appelé République démocratique du Congo. Il n'y a rien de démocratique qui se fait dans ce pays-là, et ce pays-là s'éloigne de plus en plus de tout état de droit démocratique. Hein, si vous allez sur le site Congo Indépendant, vous allez lire un éditorial écrit par Ambawechi intitulé « Ces voyous qui nous gouvernent ». Hein, le Congo est tombé trop bas. Nous sommes tombés dans une voyoucratie qui ne dit pas son nom. Le parti politique UDPS qualifie de montage fantaisiste et ridicule l'arrestation de Diomi Ndongala et de Jean-Claude Ndala, qui est directeur des cabinets adjoints de Étienne Tshisekedi. Le secrétaire général de ce parti, M. Bruno Mavungu, l'a expliqué le lundi 15 avril à Radio Okapi, en affirmant ceci: ce n'est pas avec des bouteilles vides, des mousses, du carburant et une machette qu'on peut attaquer les cortèges présidentiels protégés par des hommes bien équipés. On a comme l'impression que dans cette affaire, les bons sens n'existent plus. Lorsqu'on brandit de telles preuves pour accuser ces gens, pour accuser Diomi et Ndala de conspirer contre le régime. Et ils ne sont pas seuls dans le cas d'espèce. Hein. Ces cas-là vont être multipliés dans les jours et les mois à venir par le pouvoir usurpateur de Kinshasa. Il tient à bâillonner tous les Congolais, toutes les Congolaises qui essaient de se battre pour sauver leur patrimoine ancestral, leur patrimoine collectif, leur patrimoine commun, ces terres que nos ancêtres nous ont léguées. Donc, ce coup d'État bidon, fabriqué de toutes pièces, si vous allez sur le Facebook des amis de Jean-Pierre Mbelou, vous allez suivre une interview donnée par Madame Diomi, qui a des preuves que nous avons là un montage, et elle et son époux avaient été avertis que Diomi, n'ayant pas été gardé pendant le temps qu'il fallait pour qu'il puisse par exemple casser la pipe, et le fait qu'il avait recommencé à prendre la parole en public en parlant du Congo qui serait sur la voie de la somalisation, toutes ces prises de parole publiques ont dérangé sérieusement le pouvoir usurpateur du Congo, et quelqu'un est allé les voir pour leur dire que ce pouvoir préparait une arrestation de Diomi, et Dieu merci, Madame Diomi et son époux ont pris à témoin certaines autorités, des diplomates et même certaines personnes travaillant au sein de l'ONU. C'est un montage de toutes pièces destiné à pouvoir finalement tuer ce compatriote qui essaie tant bien que mal de pouvoir défendre les valeurs dans son pays, qui est en train d'être occupé
par des proxys néocolonialistes. Monsieur Mbelo, vous parlez de diplomates, mais jusqu'à présent dans cette affaire, nous n'avons entendu personne condamner ces montages. On le voit bien que le pouvoir est occupé à réduire l'opposition au silence, et cela ne semble pas émouvoir outre mesure les donneurs de leçons qui s'émeuvent de ce qui se passe en Syrie ou ailleurs, mais apparemment au Congo, c'est silence radio. Oui, c'est silence radio. Rappelez-vous que je vous ai dit à plusieurs reprises que la guerre menée contre notre pays est une guerre de la politique et de la justice internationale. Le fait que le silence puisse planer sur tous les coups montés contre les acteurs politiques congolais, cela ne devrait pas nous étonner outre mesure, parce que cette guerre est aussi une guerre de la politique et de la justice internationale, une guerre au cours de laquelle les multinationales et les transnationales tirent des gros profits et des gros bénéfices pour la communauté dite internationale. Alors cela ne devrait pas nous étonner outre mesure. Mais quelle serait la démarche maintenant à adopter? Parce que il semble que l'état de santé de Diomi n'est pas très bonne. Faudrait-il venir plaider la cause de Diomi en Occident quand on sait que voilà bon, jusqu'à là ils ne disent rien du tout. Quelle serait la bonne démarche à adopter dans ce cas-ci? Il y a des compatriotes engagés dans la lutte pour que Diomi puisse recouvrer sa liberté. Nous n'allons pas étaler les stratégies mises à profit pour cela. Nous n'allons pas en parler dans une émission telle que nous sommes en train de la faire maintenant. J'ai des informations indiquant que des compatriotes sont engagés à tout faire pour que Diomi puisse recouvrer sa liberté. Il ne s'agit même pas de Diomi seul. Hein. Il y a Diomi, mais il y a presque tout notre pays qui est pris en otage. Donc au même moment que ces compatriotes luttent pour la libération de Diomi, ils essaient aussi de mener des actions pour que les commanditaires et les marionnettes impliquées dans la néocolonisation de notre pays puissent être mis hors d'état d'agir. N'oubliez pas que nous sommes en train de vivre là des cas très durs de sous-humanisation des Congolais, et je serais même tenté de dire que ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui peut être comparé à ce qui s'est passé en Varsovie, par exemple, quand les nazis exécutaient les juifs. Aujourd'hui, les Congolais sont sous les bottes des nazis qui sont en train de les massacrer, de les tuer, de les exterminer, en commençant par mettre sur pied des phénomènes de sous-humanisation. Donc, à travers ce qui est en train de se passer, nos compatriotes qui sont arrêtés, nos compatriotes qui meurent chaque jour, ceux qui sont contraints à l'exil, il y a la négation de toute dignité, de toute liberté aux Congolais pour qu'ils deviennent tout simplement, pour qu'ils puissent être réduits au rang des bêtes de somme. Alors comme ça, les marionnettes des négriers modernes peuvent s'adonner à leur boulot sans aucun remords. Donc nous sommes là en plein dans un phénomène de sous-humanisation comparable à celui auquel les Juifs ont été confrontés sous le régime nazi de mauvaise mémoire. Très bien, toute autre chose. L'Assemblée nationale n'a pas examiné la motion de censure contre Matata Mponyo. Initialement signé par 137 députés, ce texte n'a recueilli au final que 95 signatures, signale Radio Okapi. 42 élus de la majorité présidentielle se sont désistés. Donc ils ont retiré leur signature pour des raisons de confiance personnelle, convictions politiques
ou par l'inopportunité de la motion, ont-ils expliqué. C'est ce que Radio Okapi indique. Monsieur Mbelou, d'abord, avez-vous suivi cette situation et qu'est-ce que cela vous inspire-t-il? J'ai essayé de lire 2 ou 3 articles rédigés sur cette situation-là. J'en ai parlé avec l'un ou l'autre ami qui est sur place à Kinshasa. C'est que cette histoire-là, cette situation-là m'inspire. C'est ce que je vous ai toujours dit. Nous n'avons pas d'Assemblée nationale. Nous avons quelques compatriotes qui ont été nommés par le pouvoir usurpateur en place pour qu'il l'aide à pouvoir parachever sa mission, c'est-à-dire la mission de prédation, la mission d'extermination des Congolais, la mission de balkanisation et d'implosion de notre pays. Alors, ces compatriotes servent de caisse de résonance dans la poursuite de cette mission. Nous avons encore là un exemple patent qui prouve que nous ne pouvons pas considérer ces compatriotes impliqués dans cette situation comme étant les élus du peuple. Ils donnent toutes les preuves possibles et imaginables du fait qu'ils sont purement et simplement au service du pouvoir usurpateur du Congo, mais aussi au service de leur ventre. Là, nous ne pouvons pas continuer à accuser les ennemis extérieurs sans tenir compte de ces compatriotes qui, au nom de leurs intérêts individuels et égoïstes, sont en train de participer à l'implosion, à la disparition de notre pays. Voilà un cas ou des cas qui prouvent à suffisance que nous avons intérêt à travailler davantage pour le renouvellement de la classe politique au Congo. Le système dans lequel ces compatriotes-là se retrouvent aujourd'hui est un système pourri, fondé sur la prédation, le vol, les massacres, les tueries, la violence sauvage. C'est ce système-là qu'il faut refonder, c'est ce système-là qu'il faut revoir de fond en comble. Et nous n'avons pas d'excuses, nous avons tout intérêt à nous engager, chacun là où il est, pour que cette situation-là puisse changer, que ce système puisse être refondé de fond en comble, que le Congo soit fondé sur d'autres bases que sur cette médiocrité qui devient de plus en plus insupportable. Mais, Monsieur Mbelou, on savait cette Assemblée nationale caisse de résonance de la majorité PPRD, mais les spectacles auxquels nous avons assisté la semaine dernière, on peut se poser des questions, jusqu'où cela va-t-il continuer? On a comme l'impression que ce pays, le Congo, n'a plus du tout de repères. Oui, c'est-à-dire, il y a l'un ou l'autre compatriote qui peuvent encore faire du poids, mais la question fondamentale est celui du système. Rappelez-vous qu'il y a eu un compatriote qui a écrit une lettre à M. Joseph Kabila, lui rappelant que la fraude corrompt tout. Là, nous avons la preuve que la fraude a tout corrompu, la fraude a mangé les esprits et les cœurs, et nous sommes en train de toucher le fond du ridicule. Et c'est à nous qu'il appartient de pouvoir voir par quels moyens, par quelle méthode passer afin que cette situation-là ne puisse pas perdurer. Sinon, comme nous le disions la fois passée, nous serons condamnés à disparaître comme entité géographique, mais aussi à disparaître comme peuple. Nous n'avons aucun intérêt à pouvoir compter sur ces compatriotes qui ont mis leur poche à la place de leur cœur. Sur le même sujet, les journaux Les Potentiels écrivaient ceci: moralisation de la classe politique, un nouveau chantier, et d'ajouter: les spectacles du lundi 15 avril 2013 n'arrêtent pas d'heurter les bonnes consciences. Certains élus du peuple peinent à appréhender leur raison d'être.
à l'hémicycle du palais du peuple. Et cela ne suffit pas. On a appris que le Premier ministre Matata Mponyo aurait écrit à Joseph Kabila pour le remercier d'avoir pesé de tout son poids à l'Assemblée pour que son gouvernement soit épargné de cette motion de censure. C'est comme je disais tout à l'heure, on a comme l'impression que dans ce pays, il n'y a pas de repère du tout, puisque l'Assemblée nationale est devenue comme une appendice de la présidence de la République. Monsieur Etienne Ngandou, la fraude corrompt tout. Monsieur Matata Mponyo peut écrire autant de lettres qu'il veut. Il est là au cœur d'un pouvoir usurpateur, d'un pouvoir, d'un système fondé sur des bases aussi fragiles que la terreur, le vol, le viol, l'extermination des Congolais et la prédation. Donc, ce sont ces bases-là qui se manifestent de temps en temps à travers les actes qu'oppose une bonne majorité de nos compatriotes qui participent à ce pouvoir usurpateur aujourd'hui. Donc, il y a des moments où ce fondement remonte à la surface et interpelle les minorités organisées et agissantes congolaises pour leur dire, voilà, ne croisez pas les bras, poursuivez votre lutte, votre pays est en train de disparaître, il va disparaître si vous baissez la garde, si vous arrêtez d'être vigilant. Mais est-ce que peut-on encore espérer ou croire en une moralisation de cette classe politique? Non, non. On ne peut pas moraliser un système fondé sur des antivaleurs. Il faut d'abord recréer un autre système, refonder un autre système, recréer des institutions animées par des compatriotes jouissant d'une moralité et d'une éthique suffisamment responsable. Donc, si on refait les institutions et si on les fonde sur les principes qui permettent à nos populations de contrôler ceux qui sont commis à la tête des institutions, s'il y a une circularité entre, d'une part, nos populations et les institutions qui dirigent le pays, et qu'il y ait participation du peuple et puis contrôle des mandataires par le peuple, les choses peuvent marcher. Alors vous imaginez qu'avec tout ce qui est arrivé là, notre peuple est tenu à l'écart. Aucun débat n'a été organisé après. Maintenant, on va passer à autre chose. Et je vous rappelle qu'on est passé à autre chose après les rapports de commission Bakandeja et Lutundula. Aujourd'hui, on fait comme si la plupart des acteurs opérant dans les institutions congolaises actuelles n'avaient pas été cités dans ces rapports-là, qui reprenaient pratiquement un rapport des experts de l'ONU parlant de du réseau d'élite de prédation. C'est le même système créé par la guerre de l'AFDEL avec le Rwanda, l'Ouganda et leurs parrains extérieurs qui se poursuit jusqu'à ce jour. Donc, il est temps que ce système-là puisse être stoppé et que le pays soit refondé sur des institutions justes, des institutions équitables, des institutions garantissant le contrôle citoyen des mandataires commis à leur tête. Toujours sur le même sujet, les forces acquises au changement, une plateforme politique de l'opposition accuse le chef de l'État et la majorité présidentielle d'instrumentaliser les députés et discréditer ainsi l'Assemblée nationale. Dans une conférence de presse tenue jeudi 18 avril à Kinshasa, cette plateforme politique a critiqué le retrait des signatures des députés de la majorité de la motion de censure contre le gouvernement Matata Mponyo. Elles appellent la Cour suprême de justice à interpréter de la loi. Vous pensez que de ce côté-là, on peut espérer quelque chose, sachant que la Cour suprême elle-même elle est au service du pouvoir politique?
les forces acquises au changement sont en train de s'empêtrer dans un cercle vicieux. Il faut sortir de ce cercle vicieux-là. Mais elles ne jouent pas leur rôle naturel de l'opposition dans ce cas-ci. Non, mais l'opposition, pour quel résultat? C'est là le problème. Vous voyez, nous sommes en train, avec ces forces acquises au changement, de nous fourvoyer dans une institution ou dans des institutions fondées sur des bases fragiles. Alors, peut-être qu'il est important qu'elle continue, ces forces acquises au changement, à prendre la parole au sein de ces institutions-là qui doivent être refondées de l'intérieur, mais elles doivent à un certain moment nous aider à briser le cercle vicieux. Vous ne pouvez pas aller vers des cours et tribunaux acquis à la cause de celui ou de ceux qui ont usurpé le pouvoir. Donc, comment rompre avec cette usurpation du pouvoir pour recréer des institutions dignes de ce nom? Donc, les forces dites acquises au changement ne nous sortent pas du cercle vicieux et elles nous entraînent dans des critiques qui restent internes à un pouvoir usurpateur. Est-ce que ces critiques-là peuvent, tant soit peu, renverser la vapeur de façon que ce pouvoir usurpateur ne puisse plus régner sur nous? Il me semble que c'est là l'un des défis que les forces dites acquises au changement devraient relever. Peut-être qu'elles y arriveront en décriant de l'intérieur ce pouvoir, mais elles devront repenser leurs méthodes pour éviter de tourner en rond, pour éviter de s'enfermer dans un cercle vicieux. Donc, en appeler à la Cour suprême est un aveu d'impuissance de la part des forces acquises au changement? C'est-à-dire, en appeler à la Cour suprême de justice, c'est respecter les règles formelles du jeu. Mais bon, être réaliste signifie se rendre compte qu'au jour d'aujourd'hui, cette Cour suprême de justice n'a jamais touché à ceux qui, aujourd'hui, dans notre pays, estiment être des intouchables. Il y a, d'une part, le respect des règles formelles auxquelles ces forces de changement ont souscrit, les règles qui sont supposées respecter, mais il y a cela d'une part, mais d'autre part, il y a la vie quotidienne, la vie que nos compatriotes mènent chaque jour au pays, et une vie fondée sur une justice injuste, une justice qui protège les intouchables, une justice instrumentalisée par les intouchables qui font partie de l'élite comprador et du réseau de prédation. Très bien. Le Premier ministre Matata Mponyo s'est réjoui au cours d'une communication à la presse tenue jeudi 18 avril à Kinshasa, c'est ce que Radio Okapi rapporte, du bilan de l'an 1 de son gouvernement, et d'ajouter, malgré la stabilité du cadre macroéconomique et de la croissance économique, il a estimé qu'il y a encore beaucoup de défis majeurs à relever et son gouvernement en est conscient. Vous trouvez que c'est équilibré, ce genre de propos? Monsieur Tengadou, excusez-moi de rigoler un peu. C'est une autosatisfaction enfantine. Si nous étions dans un pays qui s'est respecté tant soit peu, comment est-ce que M. Matata Mponyo devrait procéder? Il devrait aller à l'Assemblée nationale ou au Sénat et se laisser apprécier par les représentants du peuple. Si, je dis bien, si nous étions dans un pays normal, dans un état de droit démocratique, il pouvait passer par ces institutions-là pour que son action puisse être évaluée. Mais là, vous vous rendez compte que c'est lui-même qui évalue son action. On dirait dans ma langue,
il fait le Kajimbi Lakaja. Donc c'est lui qui bat le tam-tam et c'est lui qui danse. Il y a là quelque chose qui ne marche pas. Il y a là quelque chose d'un peu anormal. Mais M. Matata Mponyo devait aussi laisser à notre peuple le temps de pouvoir apprécier son travail. Qu'il le fasse lui-même, cela sent mauvais. Et puis, nous venons de parler de la justice qui ne marche pas. Nous venons de parler des acteurs politiques qui sont mis en prison arbitrairement. Nous venons de parler de la mort qui est semée à tous les coins des rues chez nous, dans différents coins de notre pays. Et nous pouvons parler, par exemple, de la disqualification, de la suspension de notre pays à sa participation à l'initiative des industries extractives pour un an. Pourquoi? Parce que l'argent des taxes et des impôts a pris une direction qui n'est pas celle des caisses de l'État. Il y a le social qui n'a jamais été la préoccupation de ce gouvernement-là. Et quand on nous parle de croissance et qu'on ne voit absolument rien du côté du respect des droits civils, économiques et sociaux, et même culturels, on peut se poser la question de savoir de quoi M. Matata Mponyo parle. Peut-être parce que, en étant à cette place-là, selon certaines informations que nous avons eues, il a réussi à rétaper sa maison en utilisant 17 millions de dollars. Il a réussi à rétaper la primature en utilisant 5 millions de dollars. Il ne peut qu'être satisfait. Je vous informe que M. Shekoko Mulumba avait tout un dossier qui risque d'être déballé dans les jours et les mois à venir sur les multiples détournements opérés par M. Matata Mponyo. Donc, qu'il soit satisfait pour s'être enrichi en peu de temps, comme tous les autres nouveaux prédateurs, on peut les lui concéder, mais qu'il n'aille pas dire qu'il peut être satisfait parce que il a travaillé pour le bien de nos populations. Non. Notre pays est classifié selon, du point de vue de l'indice du développement humain, il est 186e ou 150e, pratiquement le dernier. Donc, il y a nos enfants qui meurent de malnutrition dans plusieurs coins de notre pays. La malaria tue presque chaque jour. À Kinshasa, les cimetières sont saturés. Comment est-ce qu'un premier ministre d'un pays plongé dans une misère anthropologique qui ne dit pas son nom peut s'auto-satisfaire de son travail? Il devrait au contraire être humble et avoir honte d'être à la place qui est le sien aujourd'hui. Oui, je vous cite également un exemple, une information que Radio Okapi rapporte. Il annonce qu'une dizaine d'enfants de moins de 5 ans sont morts en une semaine de l'anémie sévère dans le centre diocésain de Tchoumbé, territoire de Lubefou, au district de Sankourou, dans le Kasaï oriental. Et là, c'est une indication claire que les conditions de vie de nos populations ne s'améliorent pas du tout. Et puis, presque chaque jour, nous échangeons avec nos compatriotes qui sont au pays. Vous imaginez qu'en pleine ville de Kinshasa, vous avez des quartiers qui n'ont ni eau, ni électricité, alors que le Congo, notre pays, est un scandale hydrique. Donc, pour me résumer, je dirais tout simplement qu'au lieu de rester constamment en confrontation avec ces messieurs-là, nous devrions, petit à petit, changer de méthode, voir comment participer aux efforts qui pourront garantir le social à nos populations et le laisser s'autosatisfaire de ce qu'ils sont en train de faire jusqu'au jour où nos populations comprendront qu'ils doivent devenir réellement leur propre démiurge et mettre ces messieurs-là hors d'état d'agir.
Très bien. Toute autre chose, les Congolais signataires de l'accord global inclusif à Sun City se sont retrouvés pour faire les bilans 10 ans après cet accord. C'est Radio Okapi qui rapporte également cette information. Monsieur Mbelou, 10 ans après la signature de ces accords, l'un des signataires se retrouve aujourd'hui à La Haye. Hein. Je parle de Jean-Pierre Bemba. Pensez-vous que 10 ans après, les Congos se trouvent sur la bonne voie? Non, mais avec tout ce que nous venons de dire, le Congo ne se trouve pas sur la bonne voie. Le Congo a reculé. On pourrait dire que le Congo est aujourd'hui à l'âge de la pierre. Hein. Se retrouver pour évaluer. Plusieurs participants qui ont participé à cette évaluation, ils ont notamment affirmé que plusieurs dispositions de ces accords n'ont jamais été appliquées. Voilà. Ils ont dit que si une petite partie avait été appliquée, peut-être que la situation sur le plan des droits de l'homme et de la qualité de vie de nos populations se serait améliorée. Ils disent que sur ce point-là, rien du tout n'a été appliqué. Oui, je disais que se retrouver pour réfléchir, c'est déjà un effort à louer. Nous ne sommes pas habitués à voir nos compatriotes au pays déployer un effort dans ce sens-là. Cette fois-ci, prendre le temps de réfléchir, c'est déjà bien. Mais prendre le temps de réfléchir devrait nous guider, nous pousser à poser des questions essentielles. Qui avait rédigé cet accord de Sun City? Pourquoi cet accord de Sun City n'a-t-il pas été respecté dans ses orientations majeures? Voilà, j'aurais voulu, j'ai lu par-ci par-là les commentaires, les prises de position au cours de cette rencontre, mais j'ai eu l'impression que situer l'accord de Sun City dans le contexte de la guerre de basse intensité menée contre notre pays par les acteurs pléniers et leurs proxys depuis depuis les années 90 jusqu'à ce jour, faire cela, déployer cet effort pour situer cet accord dans ce contexte-là, cela n'a pas été fait. Comprendre que comme nous sommes dans un contexte de guerre de basse intensité, que ce sont ceux qui tirent les ficelles, qui ont une grande part dans la non-application des principes arrêtés par cet accord-là, cet effort-là non plus n'a pas été déployé. Mais maintenant, il y en a parmi ceux qui participaient à cette évaluation-là, certains acteurs mineurs qui ont aussi leur part dans la non-application de l'accord de Sun City. Cela étant dit, moi je ne crois pas dans tous ces accords qui sont d'abord rédigés par ceux qui estiment être nos maîtres et qu'on nous demande de pouvoir avaliser et sur lesquels certains d'entre nous vont aller apposer leur signature. J'attends qu'un jour, nous-mêmes, nous puissions être à la base de nos manifestes, de nos accords, que nous puissions débattre, échanger, arriver à un manifeste rédigé sur 10-15 points que nous proposerons de pouvoir respecter pour refonder notre pays sur les nouvelles bases. Nous devons pouvoir rompre avec cette habitude qui consiste à aller vers ce que nous estimons être nos maîtres pour qu'ils nous rédigent des textes comme ils le faisaient déjà du temps de la colonisation et de la traite négrière, et que nous puissions nous contenter que d'assigner et d'apposer nos signatures et d'évaluer ces textes-là après, comme si nous en avions été les auteurs, comme si nous en connaissions et l'esprit et la lettre. Non, devenons acteurs pléniers de notre destinée, devenons décideurs des orientations à prendre pour notre pays, et là, nous pourrons évaluer le travail que nous aurons fait nous-mêmes. Donc, tant que nous ne sommes pas encore maîtres de notre destin, nous pouvons bien nous rencontrer, réfléchir sur ce qui est fait sur notre compte par les autres, mais l'idéal serait que nous-mêmes,
nous rédigions nos textes, que nous puissions les soumettre à une évaluation et à des critiques pour la refondation de notre pays. Pour finir, une information que Radio Okapi rapporte également, 3 défenseurs des droits de l'homme de Lubumbashi au Katanga se sont réfugiés à l'étranger pour faire les menaces de mort qu'ils disent recevoir. L'un d'eux a affirmé à l'AFP le vendredi 19 avril qu'ils vivaient cette situation depuis la rédaction de leur rapport sur l'entrée fin mars des miliciens Bakata Katanga dans la ville de Lubumbashi. L'un d'eux affirme même que des sources proches du pouvoir de Kinshasa nous ont vivement conseillé, nous tous auteurs de ces rapports, de fuir car le pouvoir en colère cherche à mettre fin à notre vie. Monsieur Mbelou, voilà encore un cas qui patente, qui indique qu'il y a encore du chemin à faire en ce qui concerne les droits de l'homme au Congo. Oui, du chemin à faire, pas simplement en ce qui concerne les droits de l'homme, mais du chemin à faire sur des questions essentielles. Pourquoi sommes-nous aujourd'hui contraints ou à l'exil, ou à la mort, ou au mensonge, ou à la vérité, avec tout ce que cela implique? Eux peuvent avoir la possibilité d'échapper à la mort qui leur est promise, mais il y a beaucoup de nos compatriotes qui, eux, sont tués dans l'anonymat au pays, parce qu'ils osent parler, parce qu'ils osent décrier le modus operandi de ces vampires. N'oubliez pas, comme je le note dans l'introduction au petit texte que je vous ai envoyé, les vampires ont peur d'être vus. Ils ont peur que leurs actions puissent être portées au grand jour. Voilà pourquoi ils ont la possibilité de tuer facilement. Ils tuent pour effacer les traces. Ils tuent parce qu'ils ont peur de la vérité. Donc, nous avons là un exemple, un cas patent de leur façon de faire et d'être. Maintenant, comment faut-il se comporter? Il faut beaucoup de courage, beaucoup d'audace, mais il faut aussi beaucoup de prudence et de sagesse pour voir dans quelle mesure adopter des méthodes qui nous permettent d'être efficaces sans nous livrer facilement à la mort semée par ces messieurs et leurs parents. Je vous rappelle, oui. Monsieur Mbelou, je pense que c'est le cas de plusieurs compatriotes dans la diaspora ici. Tous ceux qui s'opposent au régime des Kabila n'osent plus retourner au Congo, de peur de se retrouver dans le cas Armand Tungulu et les autres. Oui, mais c'est une situation compréhensible dans la mesure où la Kabylie est un système vampiriste. Nous devons pouvoir comprendre cela pour travailler au changement du système. Nous devons tout le temps articuler compréhension de la situation et travail pour le changement. Je suis convaincu que la Kabylie vampiriste ne va pas nous exterminer tous. Non, je suis convaincu. D'ailleurs, cette Kabylie manifeste beaucoup plus de signes d'essoufflement, de peur. Tout ce qu'elle raconte maintenant, le coup d'état bidon, la chasse aux sorcières, ce sont des signes d'un système essoufflé qui cherche peut-être à reprendre son souffle, mais d'un système qui a très peur de lui-même, mais aussi très peur des forfaits commis hier et aujourd'hui. Vous savez, ce système-là ne se contente pas tout simplement de tuer sur place ou de s'en prendre aux acteurs politiques et aux autres activistes des droits de l'homme. C'est aussi un système qui prend en otage les parents, les enfants de ces activistes des droits de l'homme pour leur faire du chantage. Donc, nous devons à tout moment articuler compréhension du système et étude du mode de changement le plus efficace. Et cela
à court, moyen et long terme, mais en comptant beaucoup plus sur notre capacité de pouvoir partager notre information avec nos masses populaires, parce que le jour où nous réussissons à faire de ces masses-là, dans leur immense majorité, des masses critiques qui n'acceptent pas l'esclavage volontaire, les vampiristes là vont fuir par eux-mêmes sans crier gare. Très bien, merci beaucoup Monsieur Mbelou et à la semaine prochaine. Merci bien Monsieur Etienne Nandou et à la semaine prochaine.